Alain Cadéot, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes là pour votre dernier livre paru aux éditions La Trace, Comme un enfant qui joue tout seul. Vous êtes à mes yeux un poète, mais bien sûr auteur de nombreuses choses, de nouvelles, de romans, de théâtre. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est un peu en voisin que vous venez nous rendre visite. On va parler de ce nouveau livre, bien sûr. Mais d'abord, j'avais envie de vous présenter comme un amoureux de la langue, avec une écriture toujours très poétique. Est-ce que cette définition vous va, Alain Cadéot ? Oui, la poésie, vous savez, c'est Novalis qui disait ça, la poésie c'est le réel absolu. Donc partant de là, je pense que cette approche poétique, c'est en tout cas pour moi ce qui me permet de mieux m'intégrer dans ce monde qui sinon ne me conviendrait pas tout à fait. Cet amoureux des langues aujourd'hui, quel constat fait-il de la nouvelle langue française ? Ah, ce dont nous parlions. Oui, écoutez, je ne sais pas. Moi, je viens un petit peu reculer à l'écart de tout. Donc, je viens à la ville, comme on dit, comme aurait dit le bon vieux Giono. Je viens à la ville et là, je me reconfronte, si vous voulez, à une humanité que j'aime par-dessus tout, mais qui, me semble-t-il, effectivement, est peut-être en perte de langage. Il y en a qui sont en perte de vitesse, et moi, je pense que cette humanité est un peu en perte de langage. Or, je crains que si nous ne perdons davantage cette articulation des mots, nous ne perdions aussi la conscience de ce qui fait que nous sommes humains et que nous avons besoin de nous confronter à l'univers, et pour cela il nous faut des mots, et de plus en plus de mots, et les articuler entre eux. C'est en cela que la poésie, avec les mathématiques peut-être, et la musique, sont des raccourcis formidables. C'est vrai, ce sont des raccourcis. C'est vrai et c'est pour ça que ça me fait tellement de bien quand on vous dit, parce que cette langue que vous portez, cette langue que vous professez, j'allais dire, elle a tout le respect de cette langue française, tout en étant une langue à la portée de tous. Et c'est un peu la magie de votre écriture. Elle nous touche, et elle est aussi très lisible. Mais c'est ce qui fait aussi votre force. Alors cette fois, votre roman qui s'apparente quand même un petit peu à une fable, hein, on peut peut-être le voir comme ça aussi. On a un personnage central qui s'appelle Barnabé, il a 37 ans. Il a décidé un jour de changer complètement de vie, mais alors vraiment du tout au tout, et tout part d'une phrase qui est prononcée par un clochard, un SDF qui est en face de son bureau. « Pourquoi es-tu si dur ?» Qui ou quel événement a fait naître dans votre esprit ce personnage de Barnabé qui décide comme ça de tourner la page si vite ? Bon, je pense qu'il y a quantité de gens, si vous voulez, à qui ce genre de choses arrive. Je pense qu'autour de vous, autour de moi et autour de tous les gens qui nous écoutent, il y a comme ça des êtres qui ont brutalement changé de vie. Alors, on dit que c'est brutalement, mais en réalité, je pense que c'est le fruit d'une longue réflexion quelque chose qui a inconsciente. Voilà. Et tout d'un coup, il y a un déclencheur. Alors, ça peut être un événement de la vie. Oui, c'est vrai, c'est souvent des événements de la vie. Et là, en l'occurrence, c'est une phrase. Et c'est vrai que ce « pourquoi es-tu si dur ?» que nous pourrions nous appliquer à chacun d'entre nous en bien des circonstances, permettent à ce Barnabé Raphaël, qui est jeune, hein, qui a une trentaine d'années, autant je me souviens, je ne me relis pas. Bon, faites-moi confiance, moi je vous ai lu, il a 37 ans. Et qui est dans un milieu plutôt politique, enfin qui est un arriviste, donc bouffé par cette envie d'arriver, ça va interrompre absolument sa grimpette, je dirais, vers ce qu'on appelle la réussite. Et ce qui est formidable, c'est qu'il s'arrête. Mais quand il s'arrête, cet arrêt de son ancienne vie pour commencer une nouvelle vie va aussi avec la découverte de son passé. Oui. Il décide de repartir sur les traces du passé avec un autre personnage auquel on s'attache beaucoup, qui est Mathilde, qui est en fait une amie de sa grand-mère. On va découvrir toute cette vie, les autres amis, etc. Cette grand-mère qu'il n'a pas connue, elle est là un petit peu, elle flotte un petit peu au-dessus de ce livre en permanence. Ce personnage aussi, il a été créé de toutes pièces. Oui et non. Hein. Je vous dirais qu'il y a une toute petite phrase, je crois, au début du livre. Enfin, c'est un livre que je dédie à ma mère, qui n'est plus. Et il est bien évident que c'est un tissage plus ou moins conscient, plus ou moins adroit, d'une réalité, d'un rêve. Bon, alors bien sûr que cette grand-mère a existé, même si effectivement, comme mon personnage, je ne l'ai pas connu. Mais vous savez, nous portons tous en nous cette immense famille qui nous précède. Et regardez à quel point, quelquefois,
je dirais, une névrose, une maladie peut nous atteindre, y compris par le biais de la génétique. Bon, et donc je pense qu'il y a également, mais ça je ne suis pas le premier à le dire, un héritage psychologique qui quelquefois nous échappe totalement parce que nous n'avons pas connu ses ancêtres. Mais il y a ce qu'on nous en a dit. Il y a ce qu'on nous en a raconté, il y a ce que nous en intuitionnons. Il y a les non-dits mais ressentis. Et je trouve qu'elle est c'est une phrase aussi assez banale, mais pour s'ouvrir un avenir, en quelque sorte, je pense qu'il faut posséder son passé. Mais ça, c'est vrai pour une société, mais c'est vrai pour un individu. Ah oui, voilà. Absolument. Donc, je pense partir, comme le fait ce personnage, à la quête de son passé, même s'il n'a pas connu les personnages, c'était assez intéressant, finalement. Et comme le thème du livre, c'est la rencontre, je voulais montrer qu'au fond, tous les êtres que nous rencontrons, nous ne les rencontrons pas par hasard. D'ailleurs, écoutez, si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est un tas de... Vous savez, c'est comme les fils, les câbles électriques qui sont devant nous. Ouais. C'est un mélange, si vous voulez, de watts, de volts et de tout ce que vous voulez, mais qui vont tracer ce qu'on appelle un destin. Et c'est exactement ce qui va se passer avec votre personnage qui va finir par rencontrer Elena, qui est donc la petite fille d'une très bonne amie de sa grand-mère. C'est un peu, si vous voulez, comme si c'était un peu écrit d'avance. Oui. C'est un peu une histoire d'âme, en fait. Ah oui, ça, de toute manière, si vous m'enlevez ça, je n'existe plus. Je vais me dégonfler comme un vieux ballon sans hélium. Oui, bien sûr, sans âme, il n'y a rien. Et je pense qu'à partir du moment, si vous voulez, où on permet à un être de retrouver ce souffle, c'est ça le souffle divin. Exactement. Pour moi, c'est l'archétype même, si vous voulez, de la... je sais pas, du pneuma, de vraiment de ce qui vient de l'esprit. Et là, tout redevient possible. En fait, on remet en marche tous les circuits. Si on nous prive d'âme, écoutez, je sais pas, autant être un bout de bois. Ouais. Et on nous dirait, un bout de bois mort. Et on nous dirait, mais pourquoi es-tu si dur ? C'est aussi cela, perdre l'âme. Vos personnages, les prénoms que vous avez choisis pour vos personnages ne sont pas choisis au hasard, j'allais dire. Déjà, Barnabé a un deuxième prénom. Raphaël, ce sont des prénoms que vous avez choisis très inconsciemment. Mais qui ont aussi un sens. Mais qui ont un sens profond, et je m'en suis aperçu, écoutez, je ne voudrais pas que ça vous fasse sourire, mais je m'en suis aperçu après, lorsque j'ai reçu... un avis très éclairé d'une lectrice qui avait l'air de posséder parfaitement l'étymologie des prénoms, et j'ai été extrêmement frappé de voir qu'il y avait là aussi des correspondances que je n'avais... Il n'y a pas de hasard. Absolument, mais je n'avais pas choisi en conscience, et pourtant tous ces prénoms nous disent quelque chose. Ils ont tous une signification, même Elena, c'est un prénom aussi qui a une forte signification. Alors il y a un troisième personnage important, j'allais dire, dans ce livre, c'est l'océan. C'est l'océan vers lequel il part, c'est cet océan vers lequel on se ressource, et c'est de cet océan aussi que l'on peut... C'est un lieu qui nous permet de renaître. Oui, l'océan, je ne sais pas si c'est une image paternelle ou maternelle, parce que nous le déclinons. Ça peut se discuter, je dirais maternelle. Nous le déclinons au masculin, mais en réalité, l'océan, c'est la mer. Très bien. Donc, il y a, je pense, cette quasi-perfection du masculin-féminin dans cet élément liquide, qui, comme je le dis d'ailleurs dans le livre à un moment donné, si je me souviens bien, contient toutes les mémoires de tous les humains, de tous ceux qui n'ont plongé ne serait-ce qu'un petit doigt dans ces vagues, parce que les cellules sont là. Et ça aussi, ça m'a fasciné, puisque j'ai évoqué Giono, je suis très animiste aussi. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui nous environne, je parle là de la nature, si vous voulez, possède également une âme. Bon, et comment entrer en correspondance avec ces âmes qui nous entourent, que ce soit un arbre, une fleur, l'océan, bien entendu, la mer, peu importe, la vague, la gouttelette, tout est vivant. Et c'est très fort, parce que c'est vrai aussi que c'est de là que tout vient, que la vie vient aussi. Et c'est également de là que tout vient, oui. Et c'est vrai que... c'est là où tout va, d'ailleurs, aussi. C'est très fort dans ce livre, et vous savez, ce personnage qui paraît tellement seul. Au départ, ce personnage, Barnabé, il semble très isolé. D'ailleurs, on ne sait pas comment il vit. Vous nous parlez que de son travail au début. On ne connaît pas sa vie. On ne sait pas il partage sa vie avec quelqu'un. C'est vrai, il est pareil, isolé. Et c'est souvent le cas de vos personnages principaux. Ils sont assez seuls au départ, et ensuite,
l'histoire se construit. Et en fin de compte, ce qui est magnifique dans ce qui se finit bien, c'est qu'il n'est plus seul, justement. Là, c'est la rencontre et ces rencontres qui vont le nourrir. Bon, alors moi je dirais que la solitude, c'est le point de départ. Au lieu d'en faire une faiblesse, il faudrait en faire une force. Bah, c'est pour ça d'ailleurs tous vos personnages sont comme ça. Voilà, je pense que quand on a un bout de vie, ce qui est mon cas, moi qui ai toujours l'impression d'avoir 3 siècles et demi, mais ça c'est une question d'âme. C'est une question d'âme, exactement. Je suis une très vieille âme sans doute. Je me dis que cet apprentissage de la solitude, c'est aussi une manière de se construire. Voilà. Après, on peut rencontrer, mais je pense que si on rencontre avant de s'être soi-même rencontré, ça devient très vite une catastrophe. Absolument. Bah, écoutez, je vous rejoins tout à fait sur ce sujet. Vous serez Alain Cadéot en dédicace et rencontre avec une lecture également à partir de 16h à la librairie Prado Paradis le 10 mai prochain. Ça vous apporte quoi ces rencontres avec le public ? Ah, quelquefois énormément. Et Dieu sait que je suis un peu ours, hein, mais bon, vous l'aurez remarqué. Regardez comme je suis sympathique à la radio. Non, mais il faut, tout dépend des êtres que l'on rencontre, bien entendu. Mais enfin, généralement, c'est vrai que les êtres qui viennent vers moi, et donc ça, c'est quand même magnifique, d'avoir des êtres qui viennent vers vous. Justement, quand on connaît la solitude, et l'écriture est quand même un monument de solitude. Un exercice solitaire, bien sûr. Oui, complètement. D'ailleurs, je notais une phrase de Marguerite Duras, c'est pas plus tard qu'hier, et qui, vous savez, a fait quelques petits films dans les années 60. Et puis bon, elle parlait de cette exigence que représentait l'écriture, en disant que le cinéma, c'était terrifiant, parce que finalement, ça éloignait tellement du propos initial. Et elle avait elle-même très peur, d'ailleurs, que le langage ne se perde à cause de l'image. Bon, ça, c'est un autre propos. Et puis, alors, on lui disait, mais enfin, Madame Duras, mais alors, pourquoi faites-vous vous-même du cinéma ? Elle dit, parce qu'il faut bouffer. Parce que ça nourrit pas son homme, la littérature. Voilà. Donc, mais ça crée de belles rencontres. Mais ça crée de très belles rencontres. Un compense l'autre, on va dire. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Alain Cadéot. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Comme un enfant qui joue tout seul, paru aux éditions La Trace, et rendez-vous le 10 mai à la librairie Prado Paradis. Merci.